IMOTEP, BKNFR, nous revoici de nouveau sur la plateforme de l'Académie de la culture noire et aujourd'hui, nous vous présentons notre première émission de l'année civile grégorienne 2019 après une certaine pause de travail que nous avons prise. Aujourd'hui, nous retournons vers vous et nous saluons en commençant, nous disons, Iti dans cette nouvelle année grégorienne, parce qu'elle est différente de l'année kémétique que nous aurons le plaisir et l'honneur d'en parler dans les jours qui vont venir, ce qui concerne le calendrier ou l'année kémétique. Pour ce qui est l'année d'aujourd'hui, nous saluons tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui ont été fidèles à nous, à tous les sympathisants, à tous les inspirants, à tous les Kaneb et Kanebhet, à tous les Baneb, Bahnebhet, de l'Académie de la culture noire et des sanctuaires de Théotie. Aujourd'hui, donc, nous retournons en vous et nous vous présentons un sujet très important, un sujet qui est très, très important, je veux dire. Aujourd'hui, nous vous présentons avec moi, bien entendu, les NEB, Kinkela, Mazulu, Koufi, Motep, Motep, Ra, et nous avons la participation sur notre plateau de notre Kanemhet, Neferra, Kouti, Necher, de l'Académie de la culture noire, et aussi, beaucoup la connaissent sous le nom de Yambiku, Yambiku, Coucou, de la société Bikoudi. Je vous passe la parole pour les salutations. BKNFR et Iti à tous ceux qui nous suivent. Encore une fois, je suis contente d'être ici aujourd'hui pour partager mon point de vue. J'espère que ce sera une émission qui va vraiment vous donner beaucoup d'attention et vous allez beaucoup aimer. BKNFR. BKNFR à notre Nebet, Kanebet. Aujourd'hui, sur les plateaux de l'Académie de la culture noire et pour commencer notre année, cette première année que nous commençons en beauté, nous allons parler d'une histoire inconnue, d'une histoire que beaucoup n'en ont jamais entendu parler, bien entendu, à certaines, les suspects est arrivé à un certain point, mais c'est une histoire à donner de la chair des poules. Comme vous pouvez voir avec les titres, il s'agit autant des sacrifices des générations noires, une réalité inconnue et insoupçonnée, mais cependant influente et puissante. Nous devons apprendre à comprendre une réalité que nous avons souvent pas comprise. Quelle est la réalité de cette réalité? Eh bien, ceci représente le point même de notre émission. Eh bien, je vais l'introduire de cette manière. Aujourd'hui, nous parlons souvent des enfants, des générations sacrifiées. L'on voit comment, sur ce que nous appelons l'Afrique, nous avons toute une génération des enfants qui sont sacrifiés, c'est-à-dire des enfants à qui les droits de vie leur a été enlevé. Cette masse de population se compose des enfants que nous appelons aujourd'hui Chege, enfants de la rue partout par l'Afrique. Nous ne la trouvons pas seulement à Kinshasa, nous les trouvons de la capitale du Congo d'Anfoua, nous les trouvons en Angola, nous les trouvons à Bamako, nous les trouvons à Douala, nous en trouvons à Dakar. Et la liste est infinie. Mais la même situation se produit aussi en Europe, commençant par la communauté noire américaine où nous découvrons beaucoup de souffrances. Les mythes de la vie aux États-Unis n'est qu'un mythe qui correspond à une certaine portion de la population blanche. Mais pour la population noire, c'est la détresse la plus absurde. Les niveaux de pauvreté de la population de la communauté noire américaine aux États-Unis dépasse le niveau de la pauvreté et du disconfort des Noirs présents en Afrique. Nous prolongeons notre analyse en nous plongeant en Europe. La détresse est encore plus. Nous avons vu tous ces gangs que les gens ont appris à donner une image honorifique pendant qu'il n'était pas le cas. Les New Jackins, les Ninja Kids, ainsi de suite, c'était des groupes de délinquants, c'est-à-dire des jeunes gens
des jeunes gens qui déjà, depuis les jeunes âges, sont renversés, sont abandonnés à la violence. Et pendant que certains musiciens, comme Papa Wemba, se sont mis à chanter ses enfants, Shege et Lokopamba, on ne s'est pas posé la question des points de vue empiriques. Quel est le destin, quel est le devenir d'un cambrioleur, d'un enfant violent, du point de vue de sa place dans la société. Et comme cette situation représentait une très grande proportion des enfants africains habitant en Europe, et ici, le cadre est encore beaucoup curieux parce que en Afrique, les enfants qui finissent à la rue, les enfants dont le futur est compromis, ce sont des enfants, disons, nous, appelés les enfants de pauvres. Mais en Europe, ce sont les enfants des riches qui viennent vivre en Europe, disons les riches. Mais ces enfants des riches se retrouvent dans une situation paradoxalement alignée. C'est-à-dire, une vie, se sont retrouvés parce que, dans une vie paradoxalement alignée à ce qu'à leurs concitoyens qui se trouvaient en Afrique, qui est ici des familles pauvres. C'est-à-dire une vie vouée à la violence. Pour ceux qui sont en Afrique, la pauvreté est assurée. Pour ceux qui sont en Europe, la prison est assurée. Un parallélisme époustouflant. Cette analyse est quelque chose que nous connaissons déjà depuis longtemps et je pense, j'ose croire qu'il y a à un certain moment de l'histoire, entre les années 80 et 90, pour arriver aux années 2000, certaines réflexions se sont faites dans ce genre. Bien entendu, elles n'ont jamais été portées à un certain niveau de concrétisation, de planification. Ne fût-ce que du point de vue littéraire ou philosophique. Mais cependant, du point de vue une définition du radio-trottoir, du parler entre nous, ces réflexions ont été faites. Aujourd'hui, par contre, je viens vers vous avec une réflexion de nature différente. Mais plus qu'une réflexion, il s'agit d'un dénoncement. Et pour dénoncer, je vous demande de vous asseoir. Parce que ce que je vais raconter, ce que je vais révéler, ce sont des choses qui ne sont pas très connues, pratiquement pas connues. Et certains d'entre vous auront la réaction de comme tous les jours. Ce monsieur est fou. Ce monsieur ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce que face à une vérité, et cela a été prouvé de manière scientifique et empirique, face à une grande vérité, la première réaction est le refus. La deuxième réaction est la condamnation. La troisième réaction est ça commence à faire des sens. Et la quatrième, on se réalise. Avant de rentrer en profondeur dans cette présentation, je passe la parole à notre Sénète. Ouais. Alors, je voulais aussi ajouter en parlant de ça que c'est très important qu'on doit retenir une chose, c'est que quand on a un organisme qui est blessé, quand on a un problème, la première chose qu'on doit faire, c'est de reconnaître c'est quoi le problème. En reconnaissant c'est quoi le problème, c'est à ce moment qu'on a le pouvoir de devoir aider, de devoir trouver une solution. Je pense que la démarche qu'on est en train de faire, la réalisation qu'il y a un problème, au fait, c'est le commencement de la cure vers la guérison. Donc, la réalisation du problème, ça démontre déjà qu'on a élevé notre conscience pour commencer à trouver et à chercher la solution. Pourquoi j'aimerais dire ça? C'est parce que quand nous, on a fait cette réalisation ici, c'était juste en parlant et on s'est réalisé à combien on a perdu dans notre communauté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui ont fait on peut dire des contrats ou qui se sont mis dans des situations qui ne comprenaient pas pleinement. Des situations qui ne comprenaient pas le but jusqu'à la fin. Et avec ça, on peut mettre à l'intérieur les personnes qui sont dans les religions et dans les personnes qui travaillent pour les banques, etc. Et vraiment dans toute cette démarche-là. Et ce qui était intéressant avec la réalisation qu'on a fait, c'est que cette réalisation s'avérait vraie, peu importe le pays d'origine d'où on venait en Afrique. Et c'était une réaction, c'était un problème qu'on trouve entre nous localement, qu'on pense qu'il y a un problème local, mais c'est un problème qui a des petites cellules partout et maintenant qui est diffusé en Europe. Et quand on se parle en Europe entre nous, on réalise effectivement que la plupart d'entre nous,
ont été victimes de ce problème-là. Maintenant, il y a eu une deuxième génération qui n'ont pas été victimes de ce problème-là, qui maintenant, ils viennent s'avérer ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe, mes frères et les scénettes et scènes? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe maintenant que quand vous vous mélangez en même temps, je fais que, on peut dire, la destruction se répand partout, sur tout le monde. Et c'est vrai maintenant, c'est comme ça qu'on regarde, quand on voit, quand on veut faire le plan et quand on veut regarder où on se trouve, on voit qu'il y a une sorte de blocage sur plus ou moins presque tout le monde en Europe. Tous les Africains en Europe ont une forme de blocage ou pas. Si ce n'est pas la personne soi-même, mais ce problème s'avère avec ses proches et tout. Et c'est comme ça que je trouve que c'est très important l'argument qu'on va en parler. Et pour les personnes qui vont se retrouver là, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vraiment discuter plus fort parce que pour comprendre la démarche qu'on est en train de faire, il faut évidemment en parler. Et en parlant, c'est là qu'on commence à trouver des solutions. Les solutions viennent. Et quand vous partagez votre problème avec d'autres personnes qui passent la même, ça aide aussi à aller plus loin. Ouais. D'où en est cher Internet. Et un élément important avant d'arriver au cœur de notre exposition est que pour arriver à la présentation que nous sommes en train de faire aujourd'hui, comment insister la scénette, nous avons fait ce que nous appelons une démarche empirique. Ça signifie quoi, la démarche empirique? C'est-à-dire, nous avons procédé à une chronologie. C'est-à-dire, nous avons fait des enquêtes, fait des analyses, parlé avec plusieurs personnes, après avoir trouvé les problèmes, identifié les problèmes. Nous avons quand même passé à renseigne, fait des démarches pour vérifier la chose et les résultats ont été incontestables. Alors, comme disait notre scénette, nous remarquons aujourd'hui un grand blocage. Et ces grands blocages représentent les titres dont nous parlons de générations sacrifiées. Génération après génération, les Noirs venus en Europe ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas, ou très, très, très peu. Le pourcentage de ceux qui se retrouvent est tellement minime que l'on ne peut pas parler de l'Africain qui se retrouve. Génération après génération, l'échelle sortant de la pauvreté dans laquelle nous sommes retrouvés en Europe semble être sans issue, sans sortie. Eh bien, nous allons essayer d'analyser cette situation en exposant une réalité qui a caractérisé la première génération de ces enfants qui ont été envoyés en Europe, dites pour raison d'études, et qui sont restés vivre. Quand nous observons cette génération, qui a aujourd'hui dans les 60 ans, 70 ans, on remarque, bien qu'à l'époque, l'Afrique disposait des moyens financiers énormes et la plupart de ces gens sont venus avec des bourses d'études énormes. La plupart de ces gens sont ici des grandes familles africaines. C'est ce que je veux dire par grande famille, des familles avec beaucoup d'argent, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas la nécessité de travailler pour vivre en Europe. Les gens qui ont fréquenté des très grandes universités occidentales, parlant de l'essai occidental. Mais cependant, toute une génération a fait échec à l'exception de quelques personnalités. Mais quand nous faisons un examen du point de vue de l'ensemble, il y a échec total. Eh bien, nous avons voulu comprendre les raisons de cet échec. Et nous avons fait une analyse qui va au-delà de ce que l'on peut percevoir avec les 5 sens. Nous avons utilisé la psychologie, la psychanalyse, l'étude psychique et spirituelle. Et il en sort un cadre intéressant. Avant tout, il faut comprendre, il est important, relevant, comprendre que à la naissance, toute personne naît avec un capital énergétique. Maintenant, la mission qu'une personne a à faire dans son incarnation, est exponentiellement, ou je peux dire mathématiquement liée à la disponibilité de son capital énergétique de départ. Comme tout militaire qui va en mission, les munitions et les types d'armes qu'il porte avec lui correspondent exactement à la mission. On ne va pas envoyer un militaire faire une mission silencieuse d'espionnage avec des armes qui font du bruit. Il envoie des soins. Il est à savoir que,
comme un militaire qui va en mission et se retrouve sans munitions, sans armes, sa mission est compromise. Tout comme toute personne qui naît avec un capital énergétique. Si il devait se retrouver sans ce capital énergétique, sa mission existentielle est compromise. Cette personne n'est en mesure de réaliser plus rien dans sa vie. Eh bien, ça, c'est une histoire inconnue et insoupçonnée. Après l'indépendance, après la phase des indépendances africaines, nous avons connu la première génération de ces apôtres blancs, qui vont être élevés à une notion appelée celui des élevés, des émancipés, c'est-à-dire ceux qui ont voué vivre leur vie exactement comme les Blancs. C'est cette première génération des hommes d'affaires noirs africains, c'est cette génération des hommes politiques noirs africains qui vont être absorbés dans le monde occidental. De cette absorption, ils vont obtenir beaucoup de gains, la grandeur, bien habillé, beaucoup d'argent. Mais il y a eu des conditions de départ. La condition est que pour être affilié à un parti politique occidental, pour être affilié à une notion économique, politique africaine et européenne, il fallait appartenir, il fallait à tout prix intégrer des loges maçonniques, la PUD et tant d'autres. Il est nécessaire de réaliser et comprendre que l'affiliation s'est faite par parrainage, c'est-à-dire à chaque politicien noir, homme d'affaires noir, qui lui, qui avait été sélectionné après l'indépendance pour devenir des dirigeants, des représentants occidentaux, des représentants coloniaux sur les terres colonisées, parce que l'indépendance n'était qu'une formalité littéraire et non un fait pratique. Ils avaient besoin de représentants. Et ces représentants-là devaient intégrer des loges. Et nous avons une grande partie des Noirs qui intègrent justement les loges maçonniques. Les principes de fonctionnement des loges, dans les loges maçonniques et qu'en sais-je, de toutes les loges, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que la franc-maçonnerie, il y a plusieurs variétés. Le fonctionnement veut que la personne qui fonctionne dans une loge, avec système d'un parrainage, il a un parrain occidental dans la loge, il est représenté par un parrain occidental, un parrain blanc dans la loge. Ses parents, maintenant, avaient commencé à leur apprendre certains procédés d'hommes noirs, non noirs, de l'accumulation de l'énergie. C'est-à-dire, dans l'univers, comme je l'ai dit au départ, la devise la plus importante est l'énergie de la conscience. Cependant, cette énergie peut être déviée, c'est-à-dire pour avoir beaucoup de succès, pour avoir du pouvoir, pour faire trembler les gens quand on passe quelque part, il faut accumuler un pouvoir. Et ce pouvoir est accumulé en prenant, en déroutant ou en arrachant l'énergie de conscience des autres. C'est ainsi que ces premières personnalités noires qui rentrent dans l'âge occidental avaient été enseignées à prendre l'énergie de leurs enfants. Et la thématique était très simple. La plupart de ces personnalités étaient très catholiques. Et vous devez savoir, comme je l'ai dit déjà l'année passée, l'Église catholique arrivée en Afrique, l'Église chrétienne arrivée en Afrique a procédé à recruter tous les ésotéristes noirs qui pratiquaient des sciences obscures à l'objectif d'accumuler du pouvoir spirituel pour eux et assoupir leur sens de l'ego, leur sens de se savoir plus puissant que les autres. C'était les personnes interdites, les personnes qu'on chassait des villages, les personnes qu'on ne voulait pas avoir des villages parce que nous avons ceux qui s'occupaient du peuple. Les familles, personnes avec 4 œils, qui avaient l'objectif de défendre la population contre ces gens-là généralement et toutes les énergies cosmiques qui tournent autour d'eux. Ces gens-là avaient été absorbés par l'Église chrétienne. L'Église chrétienne leur avait donné la soutane.
Et l'air avait légitimisé ceux qui devaient vivre hors des villages, maintenant vivaient dans les villages et nous offraient des sacrements. En échange, il offrait les pouvoirs spirituels accumulés, qu'ils avaient accumulés à l'Église, qui n'en avait pas, à part celle des armes et la force brute. Et en échange, ils avaient la possibilité d'exercer tout ce qu'ils pouvaient, toutes leurs activités avec la couverture de l'Église catholique et l'Église chrétienne. Il va se passer que toutes ces personnalités qui vont intégrer la maçonnerie et toutes autres loges occidentales, parce qu'il y en a beaucoup, comme je viens de le dire, devaient conserver la couverture de la chrétienté. Ils allaient à la messe chaque dimanche, toutes ces grandes familles. Alors, ils ne pouvaient pas se permettre de corrompre, de nuire, de briser cette fausseté représentée par la chrétienté qui faisait d'eux des personnes d'église. Alors, comment on faisait? Vu qu'en Afrique, quand même, il y a un certain degré d'élévation spirituelle, il y avait les personnes qui étaient à même de voir. Alors, on pouvait facilement découvrir les personnes qui volaient l'énergie de leurs enfants ou de leurs parents, cousins, neveux, nièces, ainsi de suite. Et donc, la pratique était la suivante. Quand on avait volé l'énergie à son enfant, l'énergie de la conscience de son enfant, de son neveu, de sa nièce, on l'envoyait en Europe. Et c'est l'époque où il y a toute une génération de gens qui sont partis en Europe. Tous ces vieux, tous ces grands militaires, tous ces grands généraux, colonels, tous ces grands ministres avaient tous les enfants envoyés en Europe, qui vivaient en Europe. Et ils dépensaient des grandes sommes d'argent pour les maintenir en Europe. Mais ces enfants étaient en Europe parce qu'ils devaient être cachés, parce qu'il ne fallait pas compromettre la couverture des grands hommes de l'Église. Et surtout, parce qu'en compromettant cette couverture-là, on compromettait aussi la bonne nature de l'Église chrétienne en Afrique. Et ces enfants sont partis. Et il y a une histoire, par exemple, à Kinshasa, un grand monsieur qu'on appelait Delapente. Delapente, une fois qu'il prenait une fille, il envoyait tous ses frères en Europe. Pourquoi? Parce que la fille, du point de vue mystique, représente le point d'entrée. Et quand un personnage avec un degré de mysticisme élevé courait après votre cousine, votre sœur, ainsi de suite, en fait, à travers elle, il avait la possibilité d'arracher toutes les énergies appartenant à la famille. Et alors, ces personnes-là, ces grands sacrifices qu'on a sacrifiés des générations entières pour peu. Parce que généralement, les parents se sacrifient, un parent se sacrifie, un parent donne sa vie, fait don de sa vie pour que ses enfants puissent vivre, c'est-à-dire les sacrifices de un pour maintenir la vie de beaucoup. Dans notre cas, il s'est opéré dans le sens inverse. On a sacrifié des enfants, on a sacrifié des dizaines de milliers d'enfants juste pour maintenir un personnage au pouvoir pendant 10, 15 ans, 20 ans maximum. Et pour beaucoup de ces parents, beaucoup de ces gens se sont fait, comment dire, déjouer par leurs parents. Parce que les parents n'étant pas africains, n'étant pas de la famille, ne pouvaient pas accéder à l'énergie de conscience de ces personnes. Mais cependant, ils ont utilisé ces personnalités politiques, militaires et économiques. Ils leur ont enseigné les thématiques. Ils ont guidé leurs mains en leur indiquant quelle jeune fille il fallait épouser, quelle jeune fille il fallait épouser. Il fallait la trouver une maison, la mettre là, lui donner une belle voiture, un cuisinier, un jardinier, et lui faire des enfants. De cette manière, on avait accès non seulement à l'énergie des enfants que la fille allait avoir, mais aussi à l'énergie des parents de la fille, spécialement des garçons, et ainsi de suite. Et on évacuait tout ça. Et les parrains, c'est-à-dire les liens de la loge de ce monsieur, lui indiquaient. C'est comme ça qu'on a vu ces gens qui épousaient des filles chaque jour. On épousait des filles, on faisait des cadeaux, on fait tous ces cadeaux. C'est là qu'on était une récolte de l'énergie de conscience. Un sacrifice, parce que là, ce n'est pas un don, c'est un sacrifice. C'est là même qu'on trouve la différence entre un don et un sacrifice. Maintenant, après, nous avons eu affaire avec une génération complètement déboussolée.
Rentrons dans le cas du chambrouillage, c'est-à-dire les parrains, les liens par rapport à la loge qui est les parrains, vous prendre l'énergie de toute votre famille et après, il va vous jouer un sale coup. Après, il va vous arracher toute cette énergie-là. C'est comme ça, on a des cas des gens qui ont été des grands ministres, des grands hommes d'affaires, des grands boss, des grands PDG, et aujourd'hui, ils se sont retrouvés sans rien, sans un rond. Pourquoi? Parce qu'il a été déjoué après avoir récolté toute l'énergie de sa famille pour lui, après avoir joui des moments de grande puissance où toute la famille s'est baissée sous ses pieds, où tout le monde tremblait à sa présence. Eh bien, tout cela a disparu. Tout cela a disparu. On va parler des juju, on va parler des fétiches, mais en réalité, les messieurs s'est tout simplement fait jouer. Ça, c'est la réalité. Et comme je vais rentrer au point de départ avant de passer encore la parole à notre Sénète, j'ai dit, aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces problèmes-là. D'une génération après une autre. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il est impossible de réaliser quoi que ce soit sans l'énergie de la conscience. Il est impossible de réaliser quoi que ce soit sans avoir l'énergie de la conscience. Et aujourd'hui, dans ces réveils africains, ces réveils du monde noir, les acteurs de ces réveils, ce sont des gens qui ont servi des sacrifices. Les acteurs de ces réveils sont des gens qui ont servi des sacrifices. Et nombreux de ces personnages ont été réabsorbés dans les mêmes loges dans lesquelles ils ont été sacrifiés, étant vides énergétiquement. Ils ne peuvent rien réaliser dans leur vie, sauf si, et aussi, ils s'y mettaient à faire d'autres sacrifices. Ils doivent absorber, ils doivent trouver les moyens de combler ces vides en prenant l'énergie des autres, en les absorbant, et cette chaîne commence à se développer à l'infini. C'est ces mécanismes des sacrifices générationnels qui produisent à un moment donné tout ce que nous avons connu comme enfants de la rue et nous connaissons aujourd'hui comme New Jack, délinquants noirs africains en Europe et en Afrique, les Koulous, ainsi de suite. Nous avons les mêmes mécanismes avec un parallélisme époustouflant. Mais cependant, sans mobilité dans les sens d'une présence philosophique avec comme objectif de pouvoir résoudre la situation. Et donc, je disais dans le cas de cette génération aujourd'hui qui joue les combattants, cette génération aujourd'hui qui est activée dans ces mécanismes de réveil des consciences. Mais la conscience ne se réveille pas sans énergie de conscience. Et ces gens qui sont voués à vouloir se battre en sortie de la rue, ce n'est pas pour être méchant, mais c'est une réalité des faits. Et vous pouvez observer dans toutes ces années de lutte de la diaspora, quels en sont les résultats? Zéro. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont en train d'agir dans cette direction-là sont sans énergie de conscience. Et les principes primordiaux de notre dimension, de notre existence, nous existons pour mettre en valeur la conscience. C'est la mise en valeur de la conscience qui porte à la réalisation des objectifs prêts. Et sans énergie de la conscience, quand on a été privé de son énergie de conscience, on est une conquille vide. Et les conquilles vides ne peut faire que du bruit, c'est-à-dire dans le sens, une conquille vide absorbe les vents, sert des passages au vent et produit un écho, une musique. C'est ainsi que dans la jeunesse, aujourd'hui, nous ne pouvons avoir que des musiciens et des footballeurs et des pasteurs. La plupart des parents congolais, africains, ne font que conduire leurs enfants dans les écoles de football pour devenir des footballeurs. Dans l'espérance qu'ils deviennent des footballeurs. Dans l'espérance qu'ils deviennent des musiciens. Et s'ils font échec sur ces deux paramètres-là, ils deviennent des pasteurs. C'est comme si, dans toute cette référence de développement, nous avons que 3 voies. Pourquoi cette restitution-là? La solution est très simple. Aujourd'hui, nous ne formons même pas des politiciens du point de vue académique.
Il n'y a pas de formation des politiciens. Ceux qui jouent les politiciens sont ceux qui ont échoué dans la vie en Occident. Ce sont les refoulés de l'expérience existentielle occidentale du point de vue empirique et déontologique. Ceux qui ont fait échec dans leur formation dite intellectuelle. Les rejetons du système de programmation, de reprogrammation occidentale appelée université. Ce sont eux qui jouent aux politiciens, ce ne sont pas des professionnalistes. Nous n'en avons plus. Regardons la génération des gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, pas de professionnalité. Il n'y en a pas. Même l'école des comédiens n'existe plus. Il n'y a plus de cette école capable de fournir. Même les musiciens professionnels n'existent plus. Il n'y a pas d'école de musiciens. Il n'y a pas une seule école pour garantir le futur. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à... Nous sommes dans les plans d'une tornade, d'une tempête. La tempête représentée par le fait que les sacrifices opérés par ceux qui sont venus avant, de cette promotion, de cette génération de pré-l'indépendance, est en train aujourd'hui de coûter très cher. En termes de capacité de réalisation, l'énergie de conscience est complètement absente. Et nous devons adresser et comprendre cette situation. Douane-Tia, je pense la parole à Céleste. Douane-Tia, et je dois dire franchement, à chaque fois qu'on parle de cet argument, vraiment j'ai des frissons dans le corps parce que je me dis que c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable quand on réalise le genre de sacrifice et ce qu'on a perdu comme personne. Et surtout, là, ce que j'allais souligner, c'était quand on disait qu'il n'y a pas d'école pour faire élever n'importe qui. Parce que moi, en tant que Mbikoudi, en fait, je suis née dans une famille de Mbikoudi. Donc, j'avais la grand-mère de la partie de ma mère qui était Mbikoudi. J'avais la partie de mon père qui était Mbikoudi. La grand-mère, en fait, la maman de ma maman, elle s'appelait même Mbikou. Pour signaler que c'était normalement une famille qui avait une très grande, je dirais, une très grande lignée de Mbikoudi. Mais imaginez-vous quoi que nous, on est nés sans avoir aucun de ces informations. Donc, on a dû chercher ça personnellement. On a dû se battre pour rentrer dans notre lignée. Donc, j'ai dû me battre pour comprendre. Et même quand il y avait les signes qui s'avéraient en moi, je les ignorais. Pourquoi? Parce que je voulais être, entre guillemets, chrétienne. Et alors, quand on réalise comment déjà cette sorte de perte d'énergie, parce que ma grand-mère, soi-disant, selon ce que mes parents disent, était une personne qui aimait beaucoup l'église. Donc, elle est allée là-bas, et donc en allant là-bas, tu donnes ta lignée, tu donnes le pouvoir, et toi, tu ne la passes pas à tes parents. Et nous, on pense qu'on cache les histoires et qu'on meurt avec. On pense que nos grands-parents ne nous disent rien. Mais au contraire, ce qu'on oublie, c'est quoi? C'est que quand ils partent et on leur donne le signe de la croix, on leur donne leur chapelet, en revanche, eux aussi, ils donnent quelque chose. Parce que énergétiquement, on ne peut rien avoir sans pour autant avoir donné quelque chose auparavant. Donc, en donnant, on reçoit, mais on donne aussi. Alors, nos parents, ils ont pris les chapelets, ils ont pris les Bibles, ils ont pris toutes ces choses-là et ils ont donné notre héritage. Ils ont donné notre culture, ils ont donné notre savoir. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il s'avère que quand on regarde à chaque génération, ça devient pire. Déjà de ma génération, on parlait difficilement le lingala. On a dû se battre pour l'apprendre. On a dû se battre pour apprendre le kikongo. Mais on a beaucoup de langues que mon père parle que je ne connais pas. Le kikwais ou le kimbala, je ne connais pas. Et maintenant, imaginez-vous maintenant, quand moi j'aurai des enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quelle langue ils vont parler? Et comment ils vont se sentir? Déjà, les vêtements que je porte ne sont pas de ma culture. Ce que je mange n'est pas de ma culture. Pourquoi? Parce qu'on revient au point où on n'apprend plus. On n'a personne pour apprendre. On n'a personne pour enseigner la culture. Et c'est comme ça que je pense l'Académie de la culture noire fait une différence parce que non seulement il y a des informations gratuites que tout le monde peut avoir, mais aussi on invite les scénettes et les scènes à se développer pour qu'ils puissent enseigner leur tradition, enseigner ce qui sont proches d'eux.
Ça peut être petit comme ça peut être grand. Parce que ça, c'est important à souligner. Au fait, parce que si nous n'enseignons pas ce que nous savons, si nous ne partageons pas ce que nous avons, alors on va faire une échec encore plus grave que celle que nos parents ont fait. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont nés plein dans la culture. Et nous ne sommes pas nés dans la culture. Eux, ils sont nés, ils ont vu leurs arrière-grands-parents. Leurs arrière-grands-parents qui ont écouté les histoires ou qui ont vu les batailles où leurs parents avaient gagné. Ils ont vu comment ils sont tombés. Ils ont vu comment on les a menti. Donc, vous avez ces informations-là. Mais nous, on n'a même pas eu ces informations-là. Donc, est-ce qu'on peut s'imaginer un peu ce qu'on peut perdre avec? Et en deuxième, je voulais aussi souligner aussi le fait qu'on a parlé de la spirale. Et ce qui est important, c'est de comprendre que la spirale de vie, il y a une spirale naturelle qui se fait. Mais en nous, on a créé une spirale de désordre, une spirale de destruction vers nous. Pourquoi? Parce qu'on réalise qu'à chaque année ou à chaque moment, la destruction devient pire, en pire, en pire, en pire. Donc là maintenant, on parlait de comment, à l'époque, par exemple, on disait aux gens, il faut avoir une deuxième femme, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et ça, c'est dans votre période, je peux dire, pour ceux qui ont grandi entre les années 70 et les années 80. Et pour moi, qui a grandi dans les années 90, c'était différent. C'était différent complètement. C'était encore plus pire. Qu'est-ce qu'on trouvait? On trouvait que ces personnes qui étaient dans des loges maçonniques, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des positions où ils avaient beaucoup d'argent. Après, bien sûr, les familles, comme les familles sont devenues une sorte... On avait l'impression que les familles devenaient des sangsues. Comment on appelle? Une sorte de parasites, parce que la famille ne pouvait rien travailler. Mais effectivement, c'est parce que l'énergie de la famille aussi avait été volée, mal utilisée. Parce que c'est pas une question de si la personne était consciente ou pas, mais l'énergie de la famille était volée. Absorbée. La jeunesse n'avait plus d'énergie. C'est-à-dire, la seule possibilité pour eux d'agir, c'était de voler l'énergie des autres. Voilà. Et donc, c'était un système qui crée des parasites. Donc, on te vole de l'énergie, toi, tu dois voler l'énergie de quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment ce qu'on voit quand on regarde les films où on nous montre vis-à-vis, on nous montre les morts vivants. Une fois qu'on a perdu son énergie, on devient un parasite. On devient un parasite. Dès qu'on perd son énergie, on devient un parasite et on veut voler l'énergie pour aller voler l'énergie des autres. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors nous, on voyait dans les années 90, dans les années 2000, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait maintenant que ces personnes avaient la famille qui venait et c'était plus qu'ils cherchaient des femmes pour prendre leurs énergies, prendre les énergies de leur famille, mais maintenant, ils cherchaient des enfants. Ils cherchaient des enfants ou encore ils allaient chercher des femmes qui avaient déjà des enfants, que ce soit des filles ou des garçons, pour les abuser et prendre leur énergie. Et ça, c'est quelque chose que nous avons vu en grandissant, pour montrer comment le problème qui était d'une manière il y a 20 ans, après 20 ans, il s'est développé, il est devenu encore pire. Et aujourd'hui, c'est encore pire parce que toute personne qui se retrouve avec un peu d'argent de côté, toute personne qui se trouve même avec son propre salaire, va chercher des petites filles. Et aujourd'hui, ils les appellent les Hosanna au Congo, par exemple. Ce sont des petites filles qu'on utilise pour prendre leur énergie, pour détruire leur vie et détruire une autre génération. Et c'est comme ça que effectivement, quand on regarde, on voit pratiquement un peu partout dans le monde noir, dans le monde africain, on voit que la race politicienne, elle est âgée. Elle est fortement âgée, mais il n'y a personne au milieu. Il n'y a pas une personne au milieu. C'est vrai que quand on regarde dans les jeunes qui sont entre les 30 et moins, ou les 40 et moins, on voit que ce sont des personnes qui se revendiquent, qui se battent forcément pour la libération. Mais ces jeunes ne sont pas représentés de la partie du point de vue politique ou du point de vue économique ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas une force économique, ils n'ont pas une force politique et ils sont juste des personnes qui se revendiquent comme ça. Pendant que quand on rentre très loin, on regarde par exemple juste au lendemain des indépendances, on voit que les personnes qui étaient en train de pousser partout dans l'Afrique, c'était des personnes qui avaient 40 et moins. Et maintenant, aujourd'hui, on voit ce débalance. C'est comme on dit en Europe aujourd'hui, on voit que l'Europe, c'est une compagnie, on peut dire c'est une population âgée. Maintenant, on réalise qu'au fait, en Afrique, on a une population âgée qui a de l'énergie. Pourquoi? Parce que des populations âgées à voler les énergies de tous. Au fait, on a beaucoup de jeunes
Mais ces jeunes ne sont invraisemblables. C'est comme si on ne les voit pas. Comme s'ils n'existaient pas. C'est comme s'ils n'existaient pas. Pourquoi? Parce que leur énergie a été bouffée. Des générations invisibles. Voilà. On a des générations invisibles qui ne sont pas représentées, des générations invisibles qui sont dans la rue, des générations invisibles qui sont torturées, qui sont tuées. Et on ne compte même pas d'eux. Ils sont abusés et on ne parle même pas d'eux. Et c'est ça qu'on réalise là. Mais pourquoi? C'est ce qu'on doit comprendre, c'est que quand le mal vient, c'est comme on dit, quand on a une orange pourrie, on doit juste la déposer dans un bassin et ça va pourrir tous les autres oranges. Et c'est la même manière qu'ils ont utilisé. Tout ce qu'ils devaient faire, c'était de prendre quelques personnes qu'ils allaient abîmer et puis ils allaient les remettre dans leur communauté. C'était important pour eux de venir étudier en Europe et de rentrer en premièrement, de rentrer, parce qu'aujourd'hui, on veut que vous restiez en Europe. Mais avant, on voulait que vous étudiez, puis vous rentrez en Afrique pour détruire, pour apporter la destruction que vous avez appris ici, vous l'apportez, vous la propagez. Donc, c'est vous maintenant qui... C'est vraiment comme un virus, au fait. C'est comme un virus. On a juste besoin de contaminer une personne et cette personne va partager, propager le virus. Et c'est comme ça que quand les gens disent que non, on ne sait pas voir d'où le mal vient. Non, le mal, il doit juste entrer de quelque part. Et quand le mal, il entre, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va vous utiliser toi-même pour contaminer les autres. D'où en est une importante analyse de notre Sénat. Comme nous avons dit, le problème est là. J'ai dit au départ, beaucoup diront que le monsieur Kinke Lawamazulu, Koufoumate Patoumora perd la tête et il exagère. Je ne suis pas en train d'exagérer, je suis en train de parler d'une réalité qui peut-être beaucoup qui se sont aventurés dans les cheminements spirituels ont négligé parce qu'ils ont conçu la spiritualité en tant que telle. Or, dans la spiritualité, il y a ce qu'on appelle la psychologie, le psychique, le psychisme, la psychanalyse appliquée même, ou disons l'étude historique de l'évolution spirituelle, l'étude démographique même du point de vue de l'évolution de la conscience. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent être examinés, étudiés, abordés dans le plan de l'évolution spirituelle, dans le plan de la spiritualité. C'est que je fais chaque jour. Et de cette analyse sommaire, en sort des éléments édifiants, des éléments importants que nous ne pouvons absolument pas les prendre en considération, que nous ne pouvons absolument pas d'ignorer. Et c'est la présence que nous avons aujourd'hui des générations sacrifiées. Et ces générations sacrifiées ne datent pas d'hier. Les générations sacrifiées ont commencé depuis l'indépendance. Tous ces grands messieurs qui ont envoyé leurs enfants en Europe, les ont fait, ils ont maintenu ces enfants, ils ont eu beaucoup d'argent parce qu'ils ont été initiés à des loges qui leur avaient appris comment manipuler l'énergie de conscience des enfants et les absorber. C'est une pratique courante, on absorbe, on prend l'énergie de l'enfant, du neveu et de toute personne qu'on supporte. C'est comme ça que nous avons eu toutes ces personnes qui étaient les seules à régner dans la famille. Ils ne voulaient pas. On n'avait pas de famille avec 4 personnes qui étaient riches et avec un seul. Pourquoi? Les seuls qui étaient là étaient les coqs de la poulailler qui, lui, maintenant, absorbaient l'énergie de tout parce qu'il donnait de l'argent. Il y avait un échange de ces points de vue-là, même si elle était inconsciente. Et ces énergies, ces personnes aujourd'hui, ces enfants qui ont grandi en Europe, sans énergie, n'ont été capables de rien réaliser. Et cette maladie a continué parce que ces personnes étant si vides ont été encore une fois recyclées dans les loges. Et la seule manière même de se recycler dans les loges et de pouvoir se réaliser était de lui de sacrifier maintenant l'énergie de leurs propres enfants. Il y avait ces rapports grand-père, fils et petit-fils que nous avons en étudiant par exemple la population démographique africaine à travers France, Belgique, Luxembourg, Allemagne. Même en Angleterre, nous avons vu, c'est ce que je suis en train de parler est une pandémie, est une vraie pandémie. Pourquoi nous sommes en train d'en parler aujourd'hui? Parce que nous devons réaliser que dans les combats que nous sommes en train de faire, dans cette renaissance noire africaine, sans énergie dans conscience, c'est comme l'on dit à Lingala Ndoto Yababa, c'est-à-dire c'est un rêve fait par un sourd-muet. Il ne pourra jamais la communiquer à personne. Et nous devons réaliser cela. Donc, il est impératif pour nous de mettre en marche des démarches pour récupérer notre énergie de la conscience. Maintenant, je vais donner certains éléments. Normalement,
Quand votre énergie avait été prise par votre père ou par votre grand-père, à sa mort, votre énergie revient à vous. Ou bien, quand votre père qui a suivi une démarche, qui a fonctionné dans l'impeccabilité, a accumulé une certaine quantité d'énergie à sa mort, cette énergie va vers les enfants, à partie égaux. Où un père est en mesure de libérer sa propre énergie, arrivé à sa vieillesse. Il a donné à ses enfants par certaines pratiques propres de la nature et pas des pratiques, des pseudo-pratiques hystériques nées des loges, mais je parle des procédures de la nature, des procédures naturelles. Cependant, il y a eu un problème au niveau de l'Occident. Parce qu'en Occident, les énergies récoltées en Afrique n'étaient pas conservées dans les familles, mais plutôt déversées dans les loges. Et les loges, ces énergies ont été absorbées par ce que nous appelons les égrégores. Et aussi longtemps que ces loges-là sont en vie, ces énergies-là, génération après génération, ne peuvent pas retourner. Ne peuvent pas retourner. Ils sont compromis. Ils sont en otage. Ils deviennent des esclaves. Et ce sont des réalités que nous devons apprendre à comprendre pour savoir qui est l'ennemi à combattre. L'ennemi à combattre, c'est lui qui maintient votre conscience en esclavage. C'est lui qui maintient votre énergie retranchée de vous. Et réincarnation, parce que quand vous avez sans énergie de la conscience, vous ne pouvez pas évoluer sur le plan de la spiritualité. Et par conséquent, vous êtes bloqué dans un cycle de réincarnation. Vous vous réincarnez des fois, des réincarnations en réincarnation, dans un cycle infernal et infini dans lequel vous êtes en mesure de rien réaliser. Combat après combat, vous êtes un éternel perdant. Vous allez combattre 1000 combats, vous allez faire 1000 combats sans jamais avoir la possibilité d'en gagner une parce qu'il y a un principe fondamental qui manque. Votre énergie de conscience. Notre existence est faite pour mettre en valeur notre énergie de conscience. Et quand notre énergie de conscience nous a été soustrait, quand notre énergie de conscience nous a été volée, nous sommes dans ce que nous appelons maintenant l'enfer. L'enfer même, c'est-à-dire l'enfer en tant que condamnation, c'était cet état de choses où une conscience a été complètement vidée de son énergie de conscience et condamnée à la servitude. Condamnée à la servitude. Et sans mettre en place un mécanisme de récupération de cette énergie de conscience, il n'y a pas de libération. Et ceci est l'histoire non racontée, non dite, mais cependant puissante et qui s'impose de la réalité noire. Au début, à l'entrée, quand j'ai parlé autant des sacrifices des générations noires, quand vous avez les titres, il y a des erreurs orthographiques. Je vous invite à les retrouver. Ces des erreurs orthographiques ont été faites expressément pour signaler la présence d'un problème. C'est un langage littéraire, énergétique, qui pointe à préciser qu'il y a un problème dans la conception de notre existence. Nous devons mettre en marche des démarches pour récupérer cette énergie de conscience. Et j'invite à ces aînés, à la grande spiritualité, qui peut-être n'ont jamais regardé cette direction-là, dans l'étude de la déontologie énergétique de la conscience, de la démarche évolutive de la conscience et des mécanismes techniques de la conscience, ils pourront sans autres effets se rendre compte qu'il existe un grand problème, des générations sacrifiées, des générations de gens qui sont sans énergie de la conscience. Et la tradition noire pourrait servir d'après tous ces gens aujourd'hui qui sont voués dans la sape. Tous les fils des grands ministres, des grands généraux en Occident sont des grandes personnes d'office. Mais quand nous regardons dans le monde noir, tous ces fils des grands généraux, des grands ministres, des grands hommes d'État, que font-ils? Ce sont des sapeurs et des musiciens. C'est tout. Et quand ils en ont fini par là, soit ils deviennent des pasteurs.
Et quand ils deviennent pasteurs, ils ont des enfants, comme ils n'ont aucune prospective. Ils doivent maintenant prendre l'énergie de leurs enfants d'une manière consciente et inconsciente. Consciente par des sacrifices dans le loge, inconsciente, on s'empare de la vie de l'enfant, c'est-à-dire on force l'enfant à devenir footballeur parce que l'enfant va courir sur le terrain, mais l'argent retourne à qui? Aux parents, au père, qui veut jouir de sa vie, de son échec, qui veut réparer son échec dans la vie en pensant s'accaparer de l'existence de son enfant, de ses enfants, en dictant des mariages, en vendant de leurs enfants au prix le plus cher. Pourquoi? Parce que nous avons une situation de vampirisme énergétique. On veut en tout prix manger de l'énergie de ses enfants. Alors les filles sont vendues, les garçons sont forcés à devenir des footballeurs et les cercles échos. Bien entendu, je parle d'un phénomène qui est devenu socialement accepté et reconnu. Et donc, je m'attends à votre réaction pour dire, oh, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais je ne suis pas en train de faire un examen. Je ne suis pas en train d'apporter une condamnation du point de vue de l'organisation de la société, mais plutôt de l'émanation de l'énergie de la conscience. C'est là où se trouve mon étude. Et mon étude, elle est empirique, elle est vérifiable pour toute personne qui a la capacité de pouvoir vérifier. Ainsi donc, nous avons devant nous un grand problème et nous devons nous dresser, nous devons nous armer, nous devons nous poser des questions. Et de l'Académie de la culture noire, nous offrons une possibilité. Nous ne sommes pas la seule, bien entendu. Je l'espère que l'Académie de la culture noire n'est pas la seule. Ou à travers les rituels des passages, nous pouvons en quelque sorte, ou nous aventurons dans un quelque sorte, dans un terrain où nous sommes en mesure de récupérer notre énergie de la conscience. À travers des mécanismes, je dis les rituels des passages qui vont lier notre conscience avec la conscience de nos ancêtres qui ont précédé l'époque de ces offrandes, de ces sacrifices. Nous sommes en mesure d'une certaine manière de récupérer l'énergie de la conscience de nos ancêtres premiers en bypassant ce qu'ils nous ont offert en pâturage à leur loge. Et c'est ce que nous offrons aujourd'hui. Ce que nous nous offrons, ce n'est pas une solution avant tout. Hein? Nous vous offrons une prise de conscience de la situation vraie et pas des histoires racontées de Jésus-Christ à la matin soir, hein, et la famille qui veut bouffer. Non, 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 c'est une situation des faits. Et regardez autour de vous. Regardez dans votre communauté noire. Regardez autour de vous. Ne vous laissez pas tromper d'apparence par vos beaux habits, par votre petite maison ou vos bijoux. Regardez la situation selon une prospective générale. Et donnez-vous dans une perspective visuelle. Essayez d'imaginer d'où vous êtes venu, où vous êtes arrivé, et projetez-vous dans le futur. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une descente vers les enfers, à vitesse élevée. Et posez-vous la question de pourquoi. La réponse, je vous ai déjà fournie. Il n'y a pas d'énergie de la conscience du point de vue communautaire. Pourquoi cette énergie de conscience avait été sacrifiée et détournée par les loges occidentales? Et c'est une question qu'aujourd'hui, nous devons apporter la réponse. Et je passe la parole à notre Sénète. Je pense qu'on a vraiment bien parlé de cet argument et je suis vraiment contente qu'on ait eu cet honneur de parler de ça parce que, j'aimerais aussi ajouter avec ça, comme on vient de dire, que ce n'est pas une raison pour déprimer ou pour se sentir mal ou pour sentir qu'on a été volé parce que c'est important de comprendre. Il y a un dire que j'aime beaucoup de l'anglais qui dit comme ça, il dit que hurt people hurt people. Donc, ça veut dire que les gens qui ont été contrariés contrarient les autres. Donc, ce sont les gens qui ont été blessés, blessent les autres, en autre mot. Donc, c'est très important de comprendre ça parce qu'il faut comprendre que des fois, on se retrouve dans des situations où on se demande, mais pourquoi un tel m'a fait ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et c'est vraiment important quand on regarde l'histoire, on comprend d'où ça vient. Et on s'est retrouvé
la racine du problème. Et c'est comme ça que les églises nous ont contrariés, parce que les églises, ils ont utilisé les problèmes qu'il y avait, qu'ils étaient au courant, et ils ont dit, votre père, votre mère, et ils ont généralisé pour tout le monde, pour dire que c'est votre grand-mère, c'est votre tante, c'est votre tête qui a fait la sorcellerie contre vous, et voilà que vous vous retrouvez dans une situation grave. Mais en fait, ils ont trouvé une défaillance de la communauté et ils ont utilisé ça pour détruire tout le monde. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de cas, je dirais la personne n'était soit pas au courant, ou même c'était même pas la personne qui avait fait quoi que ce soit, c'était juste un problème qui était générique, en tout cas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on emmène le mal en vous, et il y avait beaucoup de pratiques que les gens faisaient, qui au fait utilisaient les énergies des autres, ou encore bloquaient. Certaines personnes ne volaient pas les énergies, mais simplement bloquaient les énergies des autres. Je donne un exemple. Vous avez une maison où vous avez, disons, beaucoup de personnes, 20 personnes qui habitent à l'intérieur, ou même 15 personnes qui habitent à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez 4 jeunes hommes et 4 jeunes filles qui ont plus de 18 ans. À part aller à l'université ou pas, des fois, ils restent en train d'attendre de trouver un travail. Ils restent en train d'attendre de trouver un mariage. Ils restent en train d'attendre que leur situation devienne meilleure. Mais entre-temps, ils ne font rien. Ils restent à la maison 24 heures sur 24. Ça, c'est un blocage énergétique. C'est parce qu'il n'a pas d'énergie de conscience qu'il est en train de réagir de cette manière. Toute Justement. personne avec l'énergie de conscience ne pourrait pas... Quand on est bloqué, ces blocages aussi, c'est symptôme d'une volade, qu'on a volé l'énergie. Parce que vous voyez un animal, vous devez les mettre en cage pour les contraindre à rester à un endroit. Un animal, quand il perd son énergie de conscience, il est mort intérieurement et il ne fait plus rien. Il attend d'obéir aux ordres comme les fait les chevaux et comme les fait les chiens. Okay? Et quand nous avons ces personnes qui s'assoient dans la maison, qui s'attendent qu'on leur donne un travail ou une opportunité de prononce, c'est parce qu'en réalité, il n'a pas d'énergie de conscience. Parce que s'il avait l'énergie de conscience, il ne serait pas en mesure de rester à un endroit tout seul en entendant. Et j'allais aussi ajouter un élément que tu viens de dire. Nous avons cette situation que nous avons connue, par exemple, en parlant de ces sujets avec Empag, on m'a posé la question sur les mamans Hollande et autres qui aussi avaient apporté une forme de connaissance pour lesquelles les parents sont mauvais, il fallait se séparer des familles. Non, je vais insister ici. Ce que je suis en train de dénoncer, c'était une situation, une toute petite pourcentage représenté par les élites de la société noire, ceux qui sont venus en Occident. Alors, ceux qui sont restés en Afrique, nous avons eu un second vent des générations représentées par les églises des réveils. Les églises des réveils qui viennent, parler aux parents dont les enfants n'avaient pas été sacrifiés pour leur contraindre à sacrifier quand même ces enfants à leur accusant des sorcelleries. Ces enfants sont mis à la rue. C'est ça. Mais ils sont sacrifiés parce que d'une certaine manière, l'enfant a besoin d'un certain équilibre pour épanouir, pour que sa puissance de la conscience énergétique puisse agir. Il est abandonné à la détresse, au sentiment négatif. Et cette énergie, d'une certaine manière, est bloquée. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme élément de récupération? Comme élément de récupération, nous avons tous ces gens qui étaient en Europe, les sacrifiés de l'Europe, qui vont maintenant venir en Afrique en apportant les petites voitures volées de gauche à droite. Et nous avons toutes ces générations des enfants qui vont commencer à suivre cela parce qu'ils ont quelques sous et ils vont aller commencer à coucher avec ces personnes, dans le cas des filles. Et ces personnes maintenant sont là pour prendre l'énergie de ces enfants. Mais ces personnes qui viennent de l'Europe, qui ont les sacrifiés de l'Europe, qui vont en Afrique pour prendre pour sacrifier ces enfants, pour récolter ces énergies des enfants abandonnés, cette thématique-là est née d'une pratique aussi occidentale. Vous voulez savoir qu'en Occident, il existe ce qu'on appelle le voyage sexuel. Pourquoi le voyage sexuel? En Occident, les enfants blancs occidentaux, quand ils arrivent à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils sont initiés à ces mécanismes-là. C'est-à-dire, leurs parents leur donnent de l'argent pour aller faire des voyages en Asie, et spécialement en Afrique. Et quand ils vont faire ces voyages-là, ces enfants-là qui ont 18 ans, 20 ans, 22 ans, ils vont aller chercher à avoir des rapports sexuels avec des tout petits enfants. Bien entendu, ici encore, je vais rectifier. Nous ne parlons pas de toute la population occidentale, nous parlons encore des élites. Pourquoi les enfants d'élite, ils vont devenir des élites de demain. Et ces élites de demain ont besoin d'accumuler de l'énergie de la conscience et ils vont les prendre.
avec des transactions, parce que ces enfants qui sont sans protection, ils sont abandonnés à la fin. Quand ces gens-là se présentent, on leur donne des petits argents, des $10, des $120, et ils se livrent à ces gens-là, et ces gens-là récoltent l'énergie. Donc, on a une première génération, les gens qui ont été sacrifiés par leurs parents venus, qui sont intégrés les loges, et ces gens sont devenus comme des vampires énergétiques, hein, des parasites énergétiques. Et puis, il y a une deuxième génération qui est sacrifiée en Afrique avec les églises de réveil des enfants sorciers qui vont être chassés. Toute une génération des enfants chassés mis à la rue. OK? Ce phénomène est encore rendu atroce avec les difficultés économiques, les sanctions économiques imposées par la Troïka, les systèmes occidentaux, pour rendre la population encore très pauvre. Parce qu'à cela est ajouté, à ces enfants qui sont abandonnés, il y a des enfants qui partent à la rue parce que les parents sont abandonnés, les parents sont morts, il n'y a pas de possibilité de vivre à la maison, ils abandonnent les toits de la maison pour aller vivre à la rue. Et nous avons les systèmes économiques occidentaux qui créent ces situations-là. Maintenant, il y a une très grande disponibilité des consciences énergétiques en Afrique, jeunes, puissantes, qu'il faut aller récolter. Alors, comment on les récolte? Nous avons les voyages sexuels occidentaux, ces voyages sexuels ne sont pas pour aller s'amuser. Ces voyages sont organisés par les enfants des élites des sciences occultes occidentales qui vont dans ces pays appauvris par leur système pour rendre disponible cette grande quantité d'énergie des consciences qui vont aller les raconter à travers les voyages sexuels. Et maintenant, les pauvres Africains qui les sacrifiés d'Europe aussi, en connaissance d'une certaine manière de ces mécanismes-là, vont faire les mêmes pour s'accaparer les miettes de ce que les Occidentaux ont laissé de l'Afrique. Et ce système se reproduit encore et encore. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à titiller les enfants que nous avons aujourd'hui. Nous devons récompenser ces dégâts-là. Nous devons résoudre ces grands problèmes-là. C'est un problème spirituel, mais spécialement, c'est un problème qui se réplique aussi du point de vue de l'organisation de la société, des communautés, des familles, ainsi de suite. Wow. C'est une situation qui appelle à une prise de conscience généralisée de toute personne. Elle n'est pas un problème politique. Elle est un problème d'organisation de la communauté. Inutile de parler des charades politiques là-dessus. Parce que aussi longtemps qu'aujourd'hui, nous servons des champs de récolte, de cultivation, de l'élévation des consciences qui sont récoltés et qui ne nous servent pas à nous. Mm-hmm. Et toute cette masse de personnes, pratiquement inutile, rendu inutile parce que sans conscience, on est inutile. Sans un militaire à qui on a coupé les pieds et les bras, il devient un militaire inutile, soyons sérieux là-dessus. Et nous avons cette grande masse de personnes, infinie de personnes sans conscience, et qui ne peuvent absolument rien résoudre. Et nous sommes appelés à résoudre ces problèmes-là. Nous sommes appelés à comprendre ces phénomènes avant tout, à développer de la connaissance par rapport à ces phénomènes, à cerner les problèmes, à comprendre le nœud du problème pour éviter la propagation, c'est-à-dire créer des mécanismes pour éviter la propagation de ces problèmes, enfin résoudre. Et là, nous avons besoin d'une éducation véritable et pas de l'éducation occidentale qui font de nous des appâts, disons, qui font de nous des poissons des temps, des poissons nourris pour être consommés. Nous nous sommes allés en longueur dans cette présentation. Et là, par Hank, je dis une outil, c'est-à-dire un conseil que nous avons ici. Nous disons, une condition essentielle pour sortir d'une mauvaise situation, c'est lui en premier de comprendre les dynamiques derrière la situation, reconnaître et identifier les différentes voies et opportunités de libération et œuvrer pour cette libération. Savoir que Meti, Neb, Kinkela Wamazulu, Kufu Imhotep, je vous remercie pour nous avoir suivis. Et pour ce qui est de ma part, nous sommes, comme je disais, c'est un appel que je lance à tout le monde, nous sommes obligés d'approfondir ces thématiques. Nous sommes obligés d'affronter cette obscurité qui règne sur nous, cette obscurité représentée par un état d'inconscience, les consciences volées, les sacrifices des consciences et les sacrifices énergétiques. Les solutions, bien entendu, sont présentes dans la tradition. Et pour ma part, je vous remercie pour avoir été avec nous. Je dois à tout le monde pour avoir suivi cette émission. Et je vous remercie encore
pour ceux qui vont être fidèles à nos enseignements durant toute l'année de l'année grégorienne 2018 et de l'année kémétique 6548 et 6549 qui va commencer dès les mois de qui va commencer dès le début de l'année. Et je vous remercie. Je passe la parole à notre Sénat avant de prononcer la clôture de notre transmission d'aujourd'hui. Franchement, je trouve encore une fois pour dire qu'on a eu un argument très, très positif. Et avant d'aller à la conclusion, moi, je l'ai ajouté un dernier point, entre guillemets. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a une amie à moi, en fait, qui m'a fait voir ça. En fait, elle, c'est la génération des enfants qui sont nés, des enfants noirs qui sont nés en Europe. Alors, à chaque fois, elle s'appelait noire européenne et pas noire africaine. Et une fois, je lui ai posé la question pourquoi. Elle m'a dit, c'est simplement parce que, comme on explique, comme on a compris ce problème-là, il y a eu la génération qui s'est retrouvée avec beaucoup de problèmes. Cette génération qui a été envoyée en Europe en premier lieu, ils se sont retrouvés avec tellement beaucoup de problèmes parce que d'abord, il y avait la manquance d'énergie, mais ils ont aussi trouvé une situation où, en notre part, l'Europe était plus forte. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'énergie, elle avait ton énergie à toi, toi, tu ne l'avais pas. Donc, ils se sont retrouvés dans des situations de racisme, de discrimination, de souffrance extrême, ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu se réaliser, aussi parce qu'ils n'avaient pas d'énergie. Alors, ils ont eu leurs enfants, effectivement, et maintenant, leurs enfants s'identifient comme européens et pas africains. Pourquoi? Parce que l'autre génération des Africains qui sont venus de leur propre grain, comme ils voulaient, donc de leur propre volonté, alors eux, ils se sont retrouvés avec plus d'énergie. Donc, ils ont pu trouver des bons travaux à l'université, étudier, parce qu'en fait, leur énergie n'avait pas été... C'était des non-sacrifiés. C'était la génération des non-sacrifiés, dans ce point-là. Donc, leur énergie n'était pas sacrifiée. C'est-à-dire ceux qui sont venus en Europe pour les problèmes économiques, parce que les parents ont dû vendre des maisons. Voilà. Donc, ceux qui sont venus pour les problèmes économiques, pour résoudre leur situation. Alors, eux, maintenant, en se retrouvant ici, ils ont retrouvé une autre histoire, parce qu'ils avaient leur énergie, donc ils ont pu se réaliser. Alors, ces personnes-là, ils jugeaient mal la génération qui était venue avant. Absolument, ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, avec eux qui sont venus en moins de 5 ans, ils ont pu aller à l'université, ils ont pu faire beaucoup de choses. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi ceux qui sont arrivés plus tôt n'ont pas pu. Avec les bourses d'études et toutes les commodités possibles, ils n'ont pas réalisé parce qu'en réalité, ils étaient revenus en Europe en tant que sacrifiés. Et l'Europe servait de couverture pour les cacher parce que sinon, en Afrique, la couverture de leurs parents, garantie par l'Église catholique, allait tomber du fait que les parents avaient sacrifié les enfants, pour leur propre pouvoir. Et c'est ça qui était la chose. Alors maintenant, quand notre génération venait après, ils réalisaient comment cette génération n'arrivait pas à vraiment se développer. Et alors, la génération qui était venue après, ils ont développé une sorte d'amertume contre la nouvelle génération. Pourquoi la nouvelle génération était un peu sur ses épaules, sans comprendre tous les risques qui ont été faits et tout ce qui a été fait par ceux qui venaient avant. Et de la même manière, maintenant, les enfants des parents qui n'avaient pas d'énergie, maintenant, ils se sont vengés contre cette autre génération. Pourquoi? Parce que eux, ils ont compris ce qui s'est passé d'une manière ou d'une autre. Alors, ils se retrouvaient avec des personnes qui venaient et qui ne comprenaient pas pourquoi. Maintenant, au lieu de se battre pour ceux qui n'avaient pas d'énergie, cette nouvelle génération, pour la plupart des cas, était intégrée plus facilement dans les cas des Blancs, comparé à la génération précédente. Donc, en fait, ils ont retrouvé une Europe qui était plus laxe, qui était plus acceptante, et une Europe qui se battait contre elle-même, qui se battait contre la discrimination et contre le racisme. Pendant que la génération précédente, ils sont entrés dans une Europe qui était pour le racisme et pour la discrimination, qui ont souffert tous ces problèmes-là. Et maintenant, la nouvelle génération ne comprenait pas pourquoi l'autre se trouvait là où elle se trouvait. Et ce qui a fait qu'on a eu le problème, presque comme chez les Américains, où les descendants afro qui sont nés en Europe n'aimaient plus les Africains qui venaient fraîchement à cause de cette chose-là. Et je pense que c'est un point qui est aussi important parce que c'est vraiment à comprendre comment on se comporte entre nous. Et c'est comme ça qu'on comprend, on entend toujours les gens qui disent les Africains ne travaillent pas entre eux. Ouais. Les Africains ne peuvent pas être dans la même salle.
Mais quand vous allez vraiment pour voir, vous allez trouver qu'il y a le clash de Il y a un génération, conflit. Il y a un conflit. générationnel. Justement. En France, par exemple, nous avons les cas des parents très jaloux, ces parents qui sont venus dans la génération des sacrifiés, qui sont devenus jaloux de leurs propres enfants qui, ayant l'énergie des consciences complètes en eux, peuvent se réaliser. Alors, nous avons des cas où les parents se mettaient à détruire, à fausser chemin à leurs propres enfants, et cela a créé de l'animosité parce que les enfants n'avaient plus confiance à leurs parents et c'est déclenché une forme de guerre, de lutte entre deux générations parce que la génération qui lui a vu ses enfants grandir, n'a pas été conscient de ses problèmes et ils n'ont pas justement ça, ils ne sont pas finis dans les loges parce qu'il y a ceux qui sont finis dans les loges qui ont sacrifié leurs enfants, ok? Et nous avons beaucoup de cas, je ne vais pas citer les noms, généralement des musiciens congolais qui ont fait grandir les enfants ici en Europe, ils ont sacrifié leurs enfants et les enfants ne vont nulle part. Ils tournent en rond pendant qu'ils ont du succès génération après génération. Donc, vous savez de ceux qui sont entre musiciens politiciens, vous pouvez déjà voir. Mais il y a certains qui sont été inconduits, qui ont fait une vie normale en tant que sacrifiés, qui n'ont pas compris ces problèmes-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que les enfants ont grandi avec leur conscience, leur énergie. Et les enfants sont en train de se réaliser. Et aux parents, il y a maintenant un conflit qui naît et les parents qui essayent de casser, d'empêcher leurs propres enfants d'évoluer, et il y a ces conflits de génération. Et un conflit qui retarde la communauté noire, parce qu'au lieu de travailler ensemble, il y a un élément qui fait qu'on ne soit pas en mesure de travailler ensemble. Et encore, cet élément doit être compris, enseigné. Le cheval de Troie, exactement. C'est vraiment le cheval de Troie. On a mis l'ennemi dans la communauté, et donc c'est l'ennemi qui te ressemble, qui est comme toi. Mais cet ennemi, c'est marrant parce que le cheval de Troie fonctionne de tous les deux côtés. Donc, il y a un côté qui est tout le temps en train de se battre contre l'autre parce que l'autre n'a pas d'énergie. Et celui qui n'a pas d'énergie ne peut pas comprendre comment celui qui a l'énergie peut procéder. Du coup, il pense qu'en étant des enfants, c'est les enfants qui ont pris toutes les énergies. Pendant que les enfants ne peuvent pas prendre votre énergie. C'est tout à fait autre chose. C'est le système, plus ou moins, qui a pris cette énergie-là. Et en disant ça, je pense qu'on doit aussi souligner la partie où il y a beaucoup d'entre nous qui se retrouvent maintenant en Europe avec les enfants et ils ne savent pas quoi faire avec les enfants. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le système aussi maintenant, il essaye de trouver un moyen pour prendre l'énergie des nouvelles générations qui naissent maintenant sans pour autant passer par les parents. Mm-hmm. Et ça, c'est dans beaucoup de cas, on trouve, il y a des familles qui ont des enfants qui ont beaucoup de problèmes, surtout de comportement, et ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Pendant qu'eux, ils font leur meilleur pour avoir des enfants, mais tellement qu'ils sont pris à trouver une intégration dans la nouvelle communauté où ils se trouvent, eh bien, ils perdent leurs enfants. Donc, leurs enfants deviennent vulnérables à être pris. Donc, leurs énergies sont prises par toutes les communautés dont ils sont intégrés. Et ça, c'est une chose qui est très importante aussi à souligner, parce qu'on se trouve dans une situation où, du moment où vous avez un enfant, pendant que l'enfant il est mineur, c'est votre responsabilité eh bien, de garantir leur énergie pour que quand l'enfant grandit, et c'est comme ça que dans beaucoup de pays, quand un enfant a 18 ans, on achète soit une maison, on achetait une maison, on lui donnait une maison, on lui donnait des voitures, on lui donnait une chose qui est symbolique du fait que maintenant ton autorité, elle est sur toi. Tu es responsable de tes actions. Parce qu'avec une voiture, quand un enfant conduit une voiture, tout ce qui se passe, c'est sur lui et sur personne d'autre. Donc, c'est vraiment remettre la responsabilité. Et même aujourd'hui, jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'aujourd'hui, quand une personne a 18 ans, qu'est-ce qu'on lui fait? On construit une sorte de maison pour lui dire que tu es maintenant responsable de ton propre énergie. Ta responsabilité n'est plus dans la maison des parents, c'est dans ta propre maison. Et ton énergie, c'est toi qui t'occupes de ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se garantir que les enfants, ils savent comment protéger leur propre énergie, comment développer leur propre énergie, et aussi être conscient qu'en étant parents, c'est à nous de garantir la protection de l'énergie des enfants. Et cela, c'est marrant parce que beaucoup de gens vont demander comment faire. Ça se fait dans tous les niveaux. Il y a le niveau inconscient, mais aussi le niveau conscient. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand une personne est ignorante et il se comporte mal, et même dans son comportement, on sait voir que la personne est ignorante. Je vous donne un exemple. Combien de fois vous êtes trouvé où l'enfant doit voyager, par exemple? Ça, c'est un cas qui m'est passé à moi. Donc, je devais voyager pour aller étudier en Italie. J'ai quitté la Grande-Bretagne pour aller en Italie. Alors, en quittant, je ne faisais pas partie de l'église, mais c'était une personne qui était comme
un ami de famille, donc comme un oncle, je pourrais dire, de famille. Alors, il était pasteur. Alors, il me dit que toi, comme tu devais voyager, viens, je vais prier pour toi. Alors, moi, je vais te donner une bénédiction. Alors, moi, je me suis dit, bon, c'est une bénédiction comme parent ou quoi. Je me suis dit, OK, on va voir comment on va faire. Alors, il me dit, non, il faut me donner de l'argent. Et au moment où il a dit ça, il y a quelque chose en moi qui a cliqué, qui m'a dit, mais attends, du moment où moi, je te remets de l'argent, on sort de la relation parent-enfant ou parents et parents-parents. Donc, on n'est plus des parents, on n'a plus une relation amicale, mais on entre dans une relation commerciale, une relation énergétique. Exactement. Et au niveau là, je ne comprenais pas la relation énergétique, mais il y a quelque chose en moi qui a cliqué, qui a dit que non, c'est pas normal. Je lui ai dit, dans ce cas-là, c'est bon, je pars. Parce que si pour toi, pour me donner quelque chose, tu as besoin que je donne de l'argent, c'est une relation économique. Et dans la relation économique, l'argent, ça représente ton énergie. Il représente transaction de l'énergie. Transaction d'énergie. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu donnes effectivement. Et donc, la transaction ne s'est pas passée, justement. Et ça, avec ça, je reviens pour dire, tous les parents qui, l'enfant ne dort pas bien ou l'enfant fait pipi au lit, on emmène le pasteur chez les pasteurs pour que les pasteurs puissent prier pour cet enfant-là. L'enfant a des problèmes de comportement, on emmène l'enfant à l'église pour que le pasteur puisse prier pour cet enfant-là. Et qu'est-ce que c'est pas? Et c'est parce qu'il y a l'énergie de l'enfant qui est prise en même temps. Pourquoi? Parce que les parents ont emmené l'enfant et souvent ils vont payer comme contribution pour l'église, mais vous payez au fait pour la relation économique qui se passe, mais aussi la relation énergétique que vous avez ouverte pour votre enfant. Donc, faites attention à qui vous laissez mettre leurs mains sous la tête de vos enfants. Je ne pense qu'il n'y a personne qui peut bénir vos enfants plus que vous, d'abord. Il n'y a personne qui peut protéger vos enfants plus que vous. Donc, je ne sais pas pourquoi le prêtre ou le pasteur doit mettre ses mains sur vos enfants. Non, pas au sujet de la bénédiction. Quand on dit bénédiction, ok, bénéficare, c'est un mot latin. Et dans les mots bénédiction, on a les mots bene qui signifie bien. Ok, la bénédiction, c'est un bien matériel. En fait, donc, ce sont des paroles bien, en fait. Et ce sont des biens, mais ce sont des choses qui sont matérielles. En fait, quand tu regardes dans l'histoire chrétienne où on parle de la bénédiction d'un père avec des enfants, les premiers fils, les deuxièmes fils qui triquent son frère, il prend la bénédiction de son père. Ok, quand il revient, parce que le père était aveugle, les premiers fils qui avaient droit à cette bénédiction demandent à son père même en bénédiction. Le père, parce que ça a été fait avec confusion de la mère, le père lui dit, mais j'en ai plus. J'ai déjà tout donné à ton frère, à ton fils, à ton frère. En tout cas, j'en ai plus pour toi. Et on dit, le fils est resté sans bénédiction. Les bénédictions, ce n'est qu'un héritage. En réalité, on parle d'une spéculation du mot. Donne ta bénédiction. Non, il s'agit, la bénédiction, quand on dit la bénédiction des parents, on parle de l'héritage laissé des parents au fils. Ce sont des biens. Et puis, l'Église qui devait jouer dans ce jeu hypocrite a repris les mots et en a donné une connotation complètement différente. Mais en réalité, on parle des biens, il n'y a pas dans ces trucs-là. Et en parlant des enfants, comme maintenant tu avais dissimulé, on parlait ici des brisures de destin. Alors, comment les gouvernements ou un État peut faire pour être en mesure de prendre l'énergie de conscience de vos enfants sans passer par vous? Il doit briser un lien. Ok, les liens qui existent entre un parent et un enfant dans la nature est que les parents élèvent et fournissent les besoins alimentaires et les bases à l'enfant. C'est les parents de chaque animal qui va chercher les aliments pour l'enfant. Ok, mais c'est la relation même. C'est la relation même qui existe. Mais du moment où maintenant vos enfants sont élevés par un système extérieur, quand la nourriture, quand tout ce dont vous devez donner à vos enfants pour leur servir vous sont offerts par un gouvernement étranger, il y a ce qu'on appelle brisure de destin. Vos enfants ne sont plus énergétiquement reliés à vous. Et en ces moments-là, vous êtes du point de vue de la société, c'est la carte d'identité, c'est votre fils, votre fille, ainsi de suite. Mais du point de vue énergétique, vous n'êtes qu'un babysitter. Énergétiquement, vous avez perdu les droits, les liens avec l'enfant. Et en ces moments-là,
les gouvernements et l'État peuvent faire de l'énergie de la consommation de vos enfants ce qu'ils veulent. Absolument. Wow. D'où à Netcher, je pense que si notre Sénat n'a pas autre à dire, nous allons nous arrêter ici parce que nous sommes vraiment allés en longueur dans cette première émission qui va sûrement vous plaire. Elle m'a beaucoup aussi, ça pourra dégoûter parce que ça va donner un choc. Comme je dis au début, toute vérité, la réaction qu'on a devant toute vérité, c'est lui de la refuser en bloc. Et puis, on va y repenser un peu et commencer à dire peut-être c'est vrai. Et à la fin, on va en devenir un sympathisant, un supporter, sans pourtant s'en rendre compte. C'est ainsi donc, avant de finir, je vous remercie à tous qui nous ont suivis. Je vous invite, pour ceux qui se trouvent dans ce genre de difficultés, qui comprennent qu'il s'agit de tout le monde plus ou moins. Mais avant de nous contacter, je vous invite plutôt à une réflexion profonde sur vous-même et pour comprendre la réelle situation dans laquelle vous vous trouvez. Et ensemble, je suis sûr que nous pouvons trouver les voies et moyens pour essayer à travers les rituels de passage de récupérer certains paramètres de conscience du point de vue énergétique qui sont à mesure de garantir notre évolution, notre perfectionnement, notre développement, ainsi de suite. Donc, je vous remercie. Je remercie notre Seigneur pour avoir participé à cette émission. Et avant de finir, comme à notre coutume que nous recommençons, nous retournons vers Eru et nous disons Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, au kuaura manketipa erura.